sur le bord du Saint-Laurent. Pip, pam, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. Tali la la li la la, pip, pam, c'est l'amour, tali la li la la, ta la li la la. C'est sur les bords du Saint-Laurent, ce fleuve qui longtemps se confond avec la mer avant de se perdre dans les océans. Dans ce lieu de la plus haute importance, les grands cordiers, en tête à tête avec le large, encore une fois accomplissent les mêmes gestes de brume et de sel et de pêche qui ont présidé à la découverte de ce fleuve. Dans ce lieu de la plus haute importance, de fins voiliers de plaisance succomberont peut-être un jour à la tentation d'échapper sur une mer inconnue, à cette mer domptée, apprivoisée, entièrement soumise aux puissants navires qui la parcourent sans la connaître et peut-être sans l'aimer. Mais qui songe à retrouver cette mer lointaine, improvisée par les barques de pêche, amoureuse d'un espace à peine échappé aux découvrances? Car dans ce lieu de la plus haute importance, on constate qu'avant la terre fut habitée la mer qui nous précède en tout lieu. Cependant, l'hiver sur le fleuve complique les démarches de la mer et embrouille la vie des îles, et longtemps a imposé le silence au sillage. Et le gel, en disposant les reflets et les obstacles, cherche à retenir les marées et à réduire la mer à quelques glaces en dérive. La plupart des navires ont fui avec les oiseaux, mais les goélettes hibernantes sommeillent sur les grèves où la neige enfantine les convoque à de grands jeux d'imagination. Et le vent les enrobe de matière vaporeuse, cinglante, irréelle, où les goélettes, en rêve, pensent reconnaître les brumes et les mirages de l'inconnu. Car les marins, écœurés par 8 mois de mer et de sillage, ont abandonné dans la tanière des échouages presque pêle-mêle les plus belles goélettes du pays. Tel est ce curieux phénomène des goélettes rassemblées par l'hiver. Celle du grand chantier maritime de Saint-Laurent, de l'île d'Orléans. Celle échouée sur les battures de l'île aux Coudres, dans l'anse Saint-Louis. Celle venue trop tard pour se mettre à l'abri de la cale sèche de Petite Rivière. Le Jean Richard de Port-au-Percy, dans son hivernement de Tadoussac. Et pour compléter l'inventaire, celle frileuse de Saint-Joseph de la Rive, qui porte à 150 environ le nombre des goélettes. Durant 4 mois, le fleuve mouvant continue à passer devant les hivernements, encombrant les rêves de broussailles, de reflets et d'obstacles. Jusqu'au jour où les glaces entraînées par un appel lointain ont levé l'ancre et rendu le fleuve aux marsouins et aux oies blanches et leur liberté aux vieux quais de bois,
en sorte que les goélettes ont pensé que leur tour bientôt va venir. À partir de ce jour, une goélette s'applique, pendant que les dernières neiges attendent les oiseaux, à refaire pour son compte tout le printemps de la mer. À partir de ce jour, on dirait que les marins n'ont jamais tant aimé la mer. Et ils entourent de soin une goélette qui semblait oubliée, abandonnée à tout jamais. Et ils cherchent peut-être par leur empressement à se faire pardonner la longueur de l'hiver. La goélette du Saint-Laurent a d'abord été un élégant 2-mâts pourvu d'une voilure complexe et valeureuse, mais qu'ils ont été forcés de sacrifier aux exigences du cabotage. Ces navires qu'ils continuent à nommer goélettes, bien qu'ils n'aient plus que les haubans et les drisses des mâts de charge, ont trouvé refuge dans ces admirables petits villages de navigateurs. D'ailleurs, la goélette ne peut exister sans les villages. Et un capitaine est à la fois propriétaire de son bateau et le père ou le frère aîné de tout son équipage. La pataraffe convaincante des Calfas bourdonne d'inquiétude autour d'une goélette cherchant à la délivrer tout à fait de l'hiver. Et le printemps redonne aux marins un goût immense pour le large, cherchant à les délivrer tout à fait des hivernements. Et on dirait maintenant qu'ils n'ont jamais tant aimé la mer. Quand ils ont débarqué à l'automne, ils maudissaient la mer et ne songeaient qu'à dormir, à fumer et à frapper du talon de la danse. Désormais, rien ne peut les distraire de ces occupations, parce que le printemps a réconcilié les navigateurs avec le fleuve. Alors une lune sans importance partout ailleurs incite un capitaine de petite rivière à engager un gros ruisseau chargé de printemps qui remplit la cale sèche où plusieurs goélettes bien radoubées attendent le signal. Une lune sans importance partout ailleurs élève les marées jusqu'à la hauteur des hivernements pour confirmer le dire des capitaines. Ce que la mer de novembre apporte, la mer d'avril le rapporte. Une goélette mise en place, et la mer ayant obéi aux ordres de la lune, les portes de la cale sèche qui sont en bois et de l'âge d'un vieux capitaine s'ouvrent laborieusement. Et tout un village rassemblé pour le premier départ songe qu'un sillage de goélettes sur la mer est plus beau que la mer même. Belle embarquée dans mon gentil navire, le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. Mais quand la belle fut embarquée, elle rougit, elle soupire. Qu'avez-vous donc, qu'avez-vous à soupirer le long de la
galant, si tu savais de qui je suis la fille. Je suis la fille du bourreau, le plus beau de la ville. Le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. Belle débarquée de mon gentil navire. Quand la belle fut débarquée, elle ne faisait que rire. Le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. Le marinier a demandé, qu'avez-vous à tant rire? Mon beau galant, si vous saviez de qui je suis la fille. Le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. La mer aura toujours la même importance, mais encore faut-il que quelques villages acceptent de confier à tous les vents un équipage et un navire chaque printemps. La mer aura toujours les mêmes attirances et c'est pourquoi chaque année, à Saint-Joseph-de-la-Rive, le maître du chantier maritime monte et descend et remonte le lourd chariot avec lequel il délivre de la terre jour après jour une vingtaine de goélettes. À 25 bateaux attendent leur tour et sur de lourds rouleaux de fonte, une goélette se déplace, lente et maladroite comme un morse réveillé en sursaut qui veut se jeter à la mer. Durant une semaine, 2 fois par jour, à l'heure des marées, le maître du chantier commande toutes les péripéties des lancements. Et c'est un peu comme si cet homme était chargé de rendre à la mer ce qui est dû à la mer et de redonner aux goélettes leur liberté et leur forme d'oiseaux migrateurs. Le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. Ni pour 100, ni pour 200, ni pour 100 000 livres. Il fallait plumer la perdrix, tandis qu'elle était prise. Le long de la mer, la jolie mer, le long de la mer jolie. Le village, l'amour et la mort se nomment toujours la mer dans leur langage. Ceux qui naviguent parlent du quai de leur village, mais tous les autres, quand ils reviennent de la ville, de la chasse ou des chantiers, disent qu'ils vont à la mer, qu'ils descendent à la mer, pour signifier qu'ils retournent au village, aux femmes et aux filles, au cimetière natal. On peut se demander comment il est advenu que les armateurs aient abandonné le soin de tout ce cabotage et la propriété de 150 goélettes qui font l'honneur des villages à ces petits artisans de la mer. Le bois de pulpe reste la principale occupation des goélettes parce que seuls ces bateaux à fond plat peuvent rejoindre tous les quais et charger à l'échouage. Parce que seules les petites goélettes consentent à ramasser les miettes des barges et de tous les chantiers. Et seules elles ont assez de patience pour dépendre du crochet des débardeurs.
les goélettes doivent prendre patience. Mais le temps les presse aussi, parce que les marées ne passent que 2 fois chaque jour. Et s'ils ne sont pas parés pour la mer du soir, il faudra attendre celle du lendemain et perdre encore une douzaine d'heures. C'est pourquoi les débardeurs, aidés par les matelots qui sont fils du capitaine, avec les petits moyens du crochet, se dépêchent lentement pour faire la marée du soir. Et les arrimeurs équitables cherchent à prévoir l'équilibre d'une goélette que les débardeurs inlassables chargent pendant qu'elle est échouée à mer basse. Pendant qu'elle enfonce lentement dans la glaise grasse des battures qui cherchent à la retenir. Attendant que la mer monte et la soulève, l'arrachant cette caresse d'argile pour lui imposer ses propres lois de l'équilibre. Ne dirait-on pas que le bois s'éloigne tout seul sur la mer? Quel autre navire aurait voulu se charger de cet incroyable arrimage? Mais c'est leur profit qu'ils placent ainsi sous les postes, par-dessus les pavois, jusqu'aux carreaux de la timonerie. Et ils nomment déclos ce qui n'est pas enclos dans les cales et les soutes. Le déclos, qui est aussi leur profit, c'est ce qu'ils perdent d'abord quand ils rencontrent la tempête. Cependant, les goélettes ont beaucoup appris de la mer. Et les plus grandes, comme le Mont Sainte-Marie, ont trouvé d'autres emplois que le bois de pulpe et fréquentent le fleuve du détroit de Belle-Île jusqu'au Grand Lac. Et déjà, les seconds ne se comptent pas pour satisfaits et ne rêvent plus que de bateaux de fer, sinon de long cours. Le capitaine des gagnés du Mont Sainte-Marie, d'ailleurs, s'est déjà procuré une vieille carcasse de navire d'acier qu'il a transformée et réparée au point qu'elle ressemble maintenant à une goélette. Ce capitaine des éboulements prétend naviguer les prochains hivers puisque le fleuve a admis qu'il était navigable. Jusqu'où ira ce rêve d'un capitaine qui sait bien que la température est la véritable dimension de la mer? Les courses, les courants, les cailles, les brisants, les phares, tout ça n'est qu'une affaire de chiffres et de compas. Mais souvent, un capitaine doit échanger son soleil ou sa brume avec un autre capitaine, car le temps de l'un devient vite le temps de l'autre. Et nul ne sait avec certitude ce que l'hiver ajoutera de force à la rudesse des tempêtes. Néanmoins, un second, fils d'un capitaine des éboulements, commandera l'an prochain un bateau de fer entre les glaces. Il se peut qu'aucun capitaine désormais ne songe à construire une prochaine goélette de bois pour compenser les mauvais coups de la tempête qui s'acharne à faire disparaître une flottille de 150 goélettes appartenant à 5 ou 6 villages.
Mais un marin pense qu'il n'y a pas de tempête pour un marin. Et pourtant, on ne peut pas nier le vent, la vague, et que les destinations se trouvent parfois distraites, malgré l'application studieuse des phares à nettoyer la mer à bout de bras. Une tempête pour un navigateur, j'en ai vu après une, deux dans ma vie. Après, on a vu des gros vents pour ça, mais des vraies tempêtes, je n'ai pas vu. Et des fois, on est bien placé pour prendre une tempête, ça ne fait pas une tempête. Des fois, on est mal placé, puis ça ne prend pas un gros vent pour faire une tempête. Un marin pense encore que la tempête ressemble à une femme, et il dit, c'est pareil. Une femme, ça peut vous faire une bourrasque le soir. Le lendemain matin, ce n'est plus la même femme. Elle est toute de bonne humeur. La tempête, c'est pareil. On se couche le soir avec une vraie tempête. Le lendemain matin, la mer est bien calme, bien blanche, bien belle. Il y en a, ils pensent qu'ils voient passer un bateau, puis ils disent c'est beau, ça va passer un bateau. Mais à bord, là, le bateau, des fois, il fait de l'eau. L'engin, il va mal. Les barils, ils brûlent. Ça, les pompes et blocs, ça arrive tout en même temps, ça. Puis là, ben, quand tu es capable de contrôler les cales, maudit bateau, c'est pas bien, là. On laisse faire. Il dit que si le bateau coule, il faut le laisser couler. Et le lendemain, les autres bateaux passeront devant le début d'une épave. Pas ben, mais à chaque automne, il y a toujours une couple de bateaux, 2, 3 bateaux dans le Saint-Laurent qui disparaissent. On dirait que c'est la dîme. Ils viennent chercher le dîme, pause. Parce que depuis que je navigue, moi, il y a près 2, 3 bateaux par année, ben, ils disparaissent. D'autres, ben, ils partent pas les équipages. D'autres, ils partent les équipages. Ça dépend comment ils sont placés aussi. On ne peut pas mesurer les hasards. Il y a une dîme pour les goélettes et une autre dîme pour les vies. Un capitaine a dit, sur 150 bateaux, il s'en est perdu 2. L'un était petit, l'autre était vieux. Une goélette de l'île aux Coudres, la coopérative Transport, sans radar, ni radiotéléphone, ni machine à sonder, 45 pieds de pont et 3 hommes d'équipage, revenait bravement à son île, bien décidé à se mettre en hivernement. Et le capitaine, 68 ans d'âge, avait songé à remettre son commandement à un plus jeune. Il rentrait de son dernier voyage. C'est alors que le vent s'est emparé de la mer, et la mer, apercevant une goélette au large, entreprit de la malmener. C'était une tempête d'automne. Ce qui s'est passé sur la coopérative Transport, nul ne le dira. Et le lendemain matin, on a retrouvé une goélette presque intacte échouée sur les battures et cherché sur la glaise et dans les foins salés les corps de 2 matelots qui étaient jeunes et d'un capitaine qui rentrait de son dernier voyage. Aussi, l'automne, il n'y a plus de fret et les bateaux ils sont plus chargés. Puis les vents sont plus pesants. Les jours raccourcissent. Après, plus les jours raccourcissent, plus les vents sont pesants. Et ça aide pas, ça. Puis le printemps, quand on part avec nos bateaux, ben, ils sont bien arrangés, bien peinturés, bien galfetés. Ils sont tous bien corrects. Mais après avoir servi une saison, peut-être ils sont moins solides. Ils ont des défauts qui pourraient peut-être s'arranger, je sais pas. Mais ça peut être une dîme qu'ils viennent chercher tous les automnes, parce qu'ils s'en perdent tous les automnes, 2, 3. Mais c'est en général, c'est pas juste dans le fleuve Saint-Laurent. Et c'est perdu des gros bateaux, puis des stimes, la même chose. Peut-être une raison de chance, je sais pas. Ce métier d'être plus fort que la tempête s'est brisé plus de 300 fois sur les seuls rivages de l'île d'Anticosti, dont le nom signifie peut-être qu'elle est difficile à accoster.
c'est beaucoup aimer la mer que s'inquiéter des naufrages, car les havres ne sont pas toujours du bon côté des îles, car les havres ne sont pas toujours le beau côté des îles. Et un sentiment secret nous pousse à rechercher les anses où les naufrages lentement deviennent épaves souvenirs, fantômes ou nids d'oiseaux. Mais ceux qui ne connaissent de leur village et de leurs femmes que la saison d'hiver savent bien que la mer, la pleine mer, toute la mer, aura toujours la même importance. Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des loups marins, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes, qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et Blanc-Sablon, et y compris marées, récifs, archipels, battures, sablons et mirages. Pip, pam, pam, c'est l'amour, ta li la la li la la, ta 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 li la li la la, pip, pam, pam, c'est l'amour, ta li la li la la, ta la li la la. C'est sur le bord du Saint-Laurent, pip, pam, pam, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. Ta-li-la-la-la-li-la-la, pip, pam, pam, c'est l'amour, ta-li-la-la-la-li-la-la, ta-la-la-li-la-la.